On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est une émission entièrement dédiée à de l'analyse politique, puisque nous sommes actuellement en campagne électorale un peu partout au Québec et ici localement, bien sûr. Deux invités qui ont fait longtemps de la politique, donc dans quelques instants, l'analyse de Claude Bachand, qui a été pendant longtemps député fédéral de Saint-Jean sous la bannière du Bloc québécois de 1993 à 2011 et aussi candidat à la mairie à la dernière élection. Mais d'abord, lui, il a été maire de Saint-Jean-sur-Richelieu de 1994 à 2001 et il s'appelle Miroslav Smerica. Le Québec est en pleine campagne électorale et ici même dans les comtés de Saint-Jean, Iberville et de Chambly. Question un peu d'analyser tout le contexte parce qu'il y a le contexte provincial, il y a aussi le contexte un peu plus local. Il y a une panoplie de sondages, dont un qui est sorti là, tout récemment, il y a quelques heures à peine. Question d'avoir le point de vue d'un ex-maire, l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Miroslav Smerica. Bonsoir et bienvenue. Salut bien, Eric. Est-ce que vous suivez un peu la campagne électorale? Oui, oui, comme tout bon citoyen. Autant même, je dirais, que la commission Charbonneau que je le suis. Est-ce qu'on avait besoin d'une campagne électorale à ce moment-ci? C'est la tradition qu'après 18 mois de gouvernement minoritaire, là, disons, il y a vraiment un espèce de mur qui se dresse entre le gouvernement siégeant et les partis d'opposition, et c'était vraiment devenu ça. Alors, c'est normal, parce que c'est vraiment un gouvernement minoritaire, et c'est le propre d'un gouvernement minoritaire. Bon, Mme Marois, évidemment, avait l'ultime choix de déclencher, ou à tout le moins de choisir la date. Oui. Elle a choisi cette date du lundi 7 avril 2014. A-t-elle bien fait de déclencher à ce moment-ci précis? Au moment où elle a déclenché, je pense qu'elle avait énormément d'atouts, surtout à cause de tout le débat autour de la charte de la laïcité. Et on le voyait chez les francophones, véritablement un attrait pour ça. Sauf que, disons, l'erreur qu'elle a pu faire, selon moi, c'est l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau. Parce que c'était un superstar, un Wayne Gretzky de l'économie, et face à M. Couillard qui dit « parlons des vraies affaires », bien, s'il y en a un qui était plongé dans les vraies affaires, c'est ça. Mais en lieu et place, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a vivement prôné la souveraineté. Et depuis ce temps-là, tout le débat est axé là-dessus. Et je trouve ça très décevant parce que moi, je suis, comme tu le sais, piéton. Mais quand je regarde les automobiles passer, toutes les plaques d'immatriculation, ils ont tous « je me souviens ». Alors, c'est comme si la population se souvient des référendums puis ne va pas en avoir, mais toute la corruption autour de la période de M. Charest, ça, c'est pas grave. C'est qu'on s'est fait voler des millions, c'est pas grave, là. Mais on ne veut pas en avoir de notre élection. C'est ce genre de problème que je vois. Pourtant, depuis l'arrivée au pouvoir, même minoritaire du Parti québécois, le Parti québécois avait quand même relativement bien joué ses cartes au niveau stratégique, dépôt de la charte, tout le débat qui entoure la charte et tout ça, l'arrivée de M. Couillard, qui a eu certaines difficultés, notamment avec Fatima Ouda-Pépin. La question qu'on se pose, c'est si le Parti québécois a excellé en stratégie jusqu'à l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, comment se fait-il qu'on a raté l'entrée de Pierre-Carl Péladeau? C'est qu'à un certain moment donné, il faut comprendre le personnage lui-même. M. Péladeau, c'est vraiment quelqu'un qui est à la tête d'un empire. Et c'est pas quelqu'un qui est un soldat. C'est vraiment quelqu'un qui est habitué à être un général. Alors, là, juste la petite scène qu'on a retournée, que Mme Marois tasse, oui. M. Péladeau, signifie ça. Elle est très forte parce que ça signifie que M. Péladeau avait une idée en tête, puis lui, là, c'est pas grave, la position du livre blanc et toutes ces choses-là. Est-il normal que les députés et même, je dirais, plusieurs ministres du gouvernement, le dimanche matin, ne savaient même pas que Pierre-Carl Péladeau allait être annoncé dans Saint-Jérôme? Est-ce que c'est normal que le caucus et que le Conseil des ministres n'étaient pas au courant de ce qu'allait faire la première ministre? Moi, personnellement, je trouve que c'était pas normal. Ça me faisait penser à M. Couillard qui n'a pas dit à ses troupes que l'UPAC était venu le voir, ou voir le bureau du PLQ. Là. Il y a quelque chose ultimement, il y a une solidarité au Conseil des ministres qui est très forte parce que finalement, toute décision, Mme Marois, il faut qu'elle ait l'accord de son conseil. Mais ne le pas avertir d'avance, là, je pense que c'était pas en conformité avec la notion de la solidarité ministérielle, selon moi. Pari risqué ou à la fois, parce qu'à la limite, si
l'arrivée de M. Péladeau et que M. Péladeau avait livré des propos uniquement à caractère économique, la campagne serait peut-être pas la même que le point dans les airs et on y va avec le pays. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ça a commencé là où les sondages ont commencé à faire ça. Et ce qui est incroyable, c'est que M. Couillard, avec son slogan « Parlons des vraies affaires », ne parle pas des vraies affaires, il parle d'un possible référendum. Donc, il est en train d'atteindre un haut niveau d'accord de la population, même pas sur son programme, même pas sur ce pourquoi il est allé et tout ça, tout en faisant en sorte que, écoutez, mon prédécesseur, là, il y a 18 mois, c'est un autre monde, ça. Mais il est successeur du système libéral. Quand on regarde, si on fait un peu de mathématiques et si on regarde les sites de projection, les fameux calculs qui sont basés sur les derniers résultats en regard avec les sondages d'aujourd'hui, quand on prend le sondage léger de mardi matin, ça nous donne à peu près 64 libéraux, donc majoritaire par 1, ça nous donne 54 péquistes, plus 5 de la CAQ et 2 de Québec solidaire. Ici, localement, quand on utilise les projections, on se dit Dave Turcotte, Marie Bouillé, Bertrand Saint-Arnaud, aujourd'hui, n'ont pas à s'inquiéter. Mais d'ici 2 semaines, il va se passer quoi? Premièrement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les projections que tu fais. C'est mathématique, là. Mais je reprends... C'est un logiciel qui calcule. Oui, mais je reprends la logistique de ça. C'est que dans le fond, il y a 18 mois, il y a 54 péquistes, il y a 50 libéraux, puis il y a 19 caquistes. Probablement, les caquistes, avec tout le déclin qu'ils ont, vont conserver que 4 sièges. Donc, il en reste 15. Au moins 80 ou 75 80 vont aller aux libéraux. Mais ça veut dire que, dans le fond, M. Couillard va avoir 60 à 61, 62. Pour moi, il n'a pas actuellement un gouvernement majoritaire, mais il a en sa possession un gouvernement minoritaire. Tandis qu'ici, ce qui est particulier, c'est la distinction entre Iberville et Saint-Jean. Les deux ont eu un taux de participation à la dernière élection de 78 Par contre, la majorité de Dave Turcotte était de l'ordre de 4 000 votes, tandis que la majorité de Mme Bouillé était de 2 000. Et dans les deux cas, c'était la CAQ qui est arrivée deuxième avec un tiers des votes. Alors, si on donne au moins 80 à 85 des votes aux libéraux qui étaient caquistes, et puis quand on sait qu'il y a une partie du Parti québécois qui va aller vers le Québec solidaire, il n'y a pas grand monde de la CAQ qui va vers le Québec solidaire. Ici, à Saint-Jean, on a aussi Option nationale. On a le Parti conservateur du Québec, qui pour moi est vraiment quelque chose de métaphysique incroyable, parce que la candidate, Mme Grenier, est une enseignante du système public d'enseignement. Et pourtant, sur le site du parti, on dit PQ a promis 172 000 emplois. Libéraux ont promis 250 000 emplois. Nous, Parti conservateur, on promet 0 parce que un gouvernement ne peut pas créer des jobs, c'est l'entreprise privée. Mais la job même de la candidate a été donnée par le gouvernement. Alors, c'est un paradoxe. Donc, quand on prend ce cas-là, la faible majorité de Mme Bouillé la met en péril, selon moi, tandis que du côté de M. Turcotte, il va connaître une baisse. Sa majorité de 4 000, selon moi, va fondre jusqu'à 1 000. Mais selon moi, il va rentrer même avec une beaucoup plus faible écart. Tandis que Mme Bouillé, ça, c'est une autre chose, parce que dans le cas de Mme Bouillé, son adversaire, c'est la fille de M. Jacques Tremblay. C'est pas la même. Oui, je parlais de Mme Sanson à la Mme Sanson, mais Mme Sanson va subir le même sort que M. Legault. Là. Elle a eu 33 peut-être elle va avoir la moitié de ça, ou 15 plutôt que 33 Mais l'adversaire libéral, elle est de taille pour une seule raison. C'est la fille de Jacques Tremblay. Et Jacques Tremblay a été député du même comté. C'est un homme d'affaires. Et il connaît bien comment on fait pour gagner. Donc, c'est comme si une équipe qui était un peu mal prise, tout d'un coup, a quelqu'un de vraiment fort là, qui va arriver. Donc, pour vous, c'est vraiment des luttes à deux entre Marie Bouillé et Mme Tremblay, entre Dave Turcotte et Marie-Josée Denis, du Parti libéral. Exactement. Donc, vous excluez Québec la solidaire. CAQ ou l'ADQ qui, dans le temps, avait quand même performé avec une Lucille Mété ou avec M. Ridel, qui ont été des députés pendant un court laps de temps. Mais là, c'est la chute de la CAQ.
Quand on descend à 15 14 ou 13 là, il y a très peu de chances qu'on puisse Ça, vraiment c'est performer. aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que l'espèce d'appel au réveil de François Legault qui dit aux Québécois, là, brassez-vous, là, parce que là, si vous ne faites rien, c'est un gouvernement libéral majoritaire que vous allez avoir. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous ne devriez pas, et je reprends ces mots, vous botter le derrière? M. Legault disait même dans sa conférence de presse de lundi que les libéraux avaient carrément merdé. Encore une fois, je reprends ces mots. Est-ce que vous pensez que cet appel de François Legault va faire en sorte que certains libéraux vont revenir à la CAQ d'ici les 2 prochaines semaines ou si les carottes sont cuites? Non, je ne pense pas que ça va lui réussir parce qu'il a profité finalement du focus que la population québécoise a mis sur le référendum. Et c'est plus fort. Si c'est tellement fort que c'est plus fort que même la commission Charbonneau, là, ça veut dire que le discours de monsieur est correct. Premièrement, elle est hélas de droite, là, mais elle est correcte pareil, elle est très articulée. Et dans le fond, le slogan de M. Legault aurait dû « Parlons des vraies affaires » et pas celui de M. Couillard. Mais hélas, c'est qu'il y a un effet d'entraînement majeur. Quand, sondage après sondage, on n'arrive pas à dépasser le 15 on se retrouve à l'époque de Mario Dumont. C'est aussi simple que ça. Et là, on le voit en Montérégie, mais surtout en Lanaudière, le vote caquiste va vers les péquistes. Dans la région de Québec, ça va plutôt vers les libéraux. De sorte que, comme je disais, M. Couillard peut compter avoir peut-être 10 des 15 caquistes qui vont perdre, tandis que Mme Marois aura les 5 autres. Donc, ça va être vraiment extrêmement serré. Selon moi, en ce moment, personne n'a la majorité. M. Couillard a une victoire minoritaire, sauf que ce qui est important, selon moi, c'est qu'on écoute le deuxième débat, le face-à-face. Je pense que c'est là que, tout d'un coup, les gens, parce que beaucoup de gens décident à la dernière minute. Quand ils rentrent dans le... Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'isoloir pour, tout d'un coup, décider sur le coup. Mais plus on a une impression de ce qui est récent, plus ça a de l'impact sur nous quand on va prendre une décision. Fait que je pense que le débat de jeudi va être crucial. Donc, morale de cette histoire, cette campagne est loin d'être terminée. Loin d'être terminée. Et les réélections des députés en place ici est loin d'être acquises. Ouais, moi, je le dis d'avance, là, même si moi-même, je ne voterai pas pour M. Turcotte, là, qu'il va probablement rentrer, mais avec une faible vote majoritaire. Tandis que Mme Bouilly, actuellement, je crains pour elle. M. Smérica, merci beaucoup. D'accord, merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit cette fois l'ex-député fédéral de Saint-Jean, Claude Bachand. On poursuit l'analyse de cette campagne électorale, cette fois en compagnie de l'ex-député fédéral de Saint-Jean, l'ex-bloquiste Claude Bachand, qui était aussi candidat à la mairie l'automne dernier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, vous suivez avec attention cette campagne électorale. Bien, politicien un jour, politicien toujours. Alors oui, je suis toutes les campagnes électorales. Oui. Campagne électorale qui a un peu l'effet d'une surprise, parce qu'en début de campagne, on croyait, à tort ou à raison, que le Parti québécois se dirigeait tranquillement vers un gouvernement majoritaire, à portée de main, avec tout le dossier de la charte là, qui avait été bien manœuvré par M. Drainville et compagnie. Et là arrive la candidature de Pierre-Carl Péladeau, le poing dans les airs, on y va pour le pays. Et là, ça a polarisé encore une fois le fameux débat politique. Oui, vous avez raison. Je ne suis pas sûr que c'était prévu. Mme Marois dit aujourd'hui que oui, elle avait discuté avec M. Péladeau du contenu de son lancement. Mais moi, j'ai des forts doutes là-dessus parce que je pense que ce n'était pas prévu au plan de match du Parti québécois d'engager la campagne sur la question du Québec.
Je pense que vous avez raison. Sur la charte de la laïcité, c'était ça. C'était aussi un bon gouvernement. Et là, ça a fait complètement déraper la campagne, puis ils s'en sont pas remis depuis ce temps-là. On dit souvent du Parti québécois qu'à une certaine époque, c'était vraiment une coalition arc-en-ciel, gauche, droite, centre, pour la souveraineté. Il y a eu 2 référendums, ils n'ont pas été gagnés, tout ça. Là, depuis un certain nombre d'années, on aurait dit que le PQ était un petit peu plus à gauche, quoique là, il y a eu Québec solidaire. Et là, Pierre-Carl Péladeau arrive, qui est à l'opposé de l'échiquier politique. On revient encore à cette coalition un peu arc-en-ciel du PQ, toujours dans l'objectif d'avoir un pays. Est-ce que c'est pas difficile pour manœuvrer, pour Mme Marois, de satisfaire ceux qui veulent un référendum rapidement, Jean-François Lisée, ou son ancienne ministre de la Justice, Mme Goupil, qui a dit candidement, bien moi, je me représente pour le PQ cette année, mais j'en veux pas de référendum. On m'a pas dit ça. Oui. Bien, écoutez, vous avez deux thèmes dans ce que vous soulevez, c'est la gauche et la droite. Et moi, je dis souvent aux gens, vous savez, si on veut faire un pays, ça prend des gens représentatifs de la gauche et aussi des gens représentatifs de la droite. Et ça prend des gens qui sont prêts à faire ce sacrifice-là aussi pour la patrie. Alors, je regarde certains syndicalistes qui ont bien accueilli la candidature de Pierre-Carl Péladeau. Pour la cause. Pour la cause. Alors, donc, ça, pour moi, c'est assez réglé. Maintenant, c'était pas dit que le Parti québécois lancerait sa campagne avec comme thème « Élisez-nous et on va faire un référendum dans le prochain mandat ». Et c'est là que ça a dérapé. Oui, exactement. C'est parce que je pense que M. Péladeau a tellement de pouvoir, alors brandir le poing et dire « moi, je veux un Québec, un pays avec le Québec », ça a lancé la campagne dans une direction qui, à mon point de vue, était une erreur stratégique. Alors donc, on a beaucoup de la difficulté à s'en remettre. Comment avoir pu... En fait, le Parti québécois a été d'une stratégie pratiquement irréprochable depuis 18 mois en prévision de cette élection-là. Comment peut-on faire une erreur stratégique aussi importante en début de campagne? Bien, là, il y a 2 choses. Est-ce que Mme Marois dit vrai aujourd'hui lorsqu'elle dit qu'elle était au courant de ce que c'est que M. Péladeau était pour dire, ou si elle fait ça juste pour couvrir à cette heure que c'est fait? Alors ça, c'est difficile à dire, mais il me semble que c'est une erreur stratégique qu'il ne fallait pas faire. Comment se fait-il que les députés et la majorité des ministres ne savaient même pas le dimanche matin même que M. Péladeau allait être annoncé par la première ministre? Bien là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que M. Péladeau a décidé à la dernière minute. Je vous rappelle aussi, il y a quelques jours avant qu'il se prononce, il disait « il n'y en est pas question ». Et il a fait comme Saint-Pierre, il a dit 3 fois « il n'y en est pas question ». Et là, le coq a fini par chanter. Là. Il a dit « oui, je vais ». Généralement, le Parti libéral brandissait toujours la menace d'un référendum en fin de campagne électorale pour polariser le vote puis faire le plein. Là, on l'a fait en début de campagne. Mais en principe, la campagne, elle devait porter sur l'économie, sur les vraies affaires, comme a dit M. Couillard. Là, il reste 2 semaines de campagne. Et là, on voit un peu les derniers sondages avec une tendance vers un peut-être gouvernement libéral majoritaire. Comment va se comporter l'électorat dans les 2 prochaines semaines? Moi, ce que je considère au moment où on en est rendu dans la campagne, c'est qu'il y a une certaine fixation du vote à ce stade-ci. Il y a des gens qui ont pris des décisions et ça a fait un effet d'entraînement sur l'opinion publique. Ceux qui n'avaient pas pris de décision commencent à les prendre et ils voient dans quelle tendance ça va. Ça, c'est souvent ce qui arrive lorsqu'il y a des sondages. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pour qui voter, puis à la dernière minute, ils vont voter pour celui qui pense qu'il va gagner. Alors donc, moi, ma crainte pour le Parti québécois, ou surtout pour le Parti québécois qui perd le contrôle de cette campagne-là, c'est que cette fixation du vote-là est en train de se produire actuellement et ça pourra être très, très difficile de renverser la tendance. Les caquistes qui, aux 2 tiers à peu près, ont transféré vers les libéraux, est-ce que dans les prochaines semaines, est-ce qu'ils ne pourraient pas revenir à la CAQ? Parce que ce que Legault disait en début de semaine, c'est « Est-ce que vous voulez vraiment d'un gouvernement libéral majoritaire? Avez-vous oublié les années Charest? » C'est un peu ça le message qui passait. Là, sachant qu'on s'enligne peut-être vers ça, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, dans le fond, soit que les libéraux vont rester là ou même à la limite diminuer et la CAQ remonter? Est-ce que c'est un scénario probable? Moi, je ne vois pas ce scénario-là, non, parce que la déclaration de Pierre-Carl Péladeau et le fait que la campagne en début a porté sur le référendum et la question du Québec a fait en sorte que les votes libéraux qui étaient allés aux caquistes à l'époque lors de la création de ce mouvement-là sont retournés par crainte du référendum sous la bannière libérale. Donc, c'est pour ça qu'on voit une progression du vote libéral, un affaissement un petit peu du vote caquiste, puis même les péquistes perdent des votes parce qu'ils étaient quand même au-dessus de 40 % au début de la campagne. Et le sondage de ce matin les met à 33 %. Ce qui fait mal, au fond,
Est-ce que c'est pas le 8, 9, 10 qui va à Québec solidaire? Ah, bien ça, c'est bien sûr. La dernière campagne électorale, le Parti québécois aurait été majoritaire si n'eût été du Québec solidaire ou d'Option nationale. Ah, aussi. Alors, tout ça, là, la chanson, là, qu'il faut absolument que les forces souverainistes s'unissent, si les gens n'entendent pas cette chanson-là en chœur et en groupe, là, ça fait ce que ça fait maintenant. Même aujourd'hui, là, si on mettait l'Option nationale avec Québec solidaire du côté du Parti québécois, ils passent un petit peu en avance des libéraux. Mais moi, je doute qu'il va y avoir un retour au bercail des caquistes qui sont enfuis maintenant aux libéraux. Donc, on est face aujourd'hui à une fragmentation du vote. Québec solidaire, Option nationale, Parti québécois, libéraux, caquistes. Ce qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans. Oui. Donc, la joute politique a changé, là. Absolument. Puis vous aviez raison de parler tantôt d'une polarisation. Là, il y avait une lutte à 3, là, plus ou moins, début de campagne maintenant. Et puis là, c'est une lutte à 2. Ça, c'est polarisé. Là. Les fédéralistes sous le couvert des libéraux et les souverainistes sous le couvert des péquistes. C'est quoi l'impact maintenant pour Bertrand Saint-Arnaud, Dave Turcotte et Marie Bouillé à Iberville? Bien, écoutez, eux, ils ont une tâche très, très importante. Premièrement, c'est pas tout joué pour le Parti québécois parce que vous savez que du côté francophone, c'est 40 en faveur du PQ et 30 contre. Alors, eux, ils ont un travail très important à faire, qui est le travail du candidat local, où on dit que dans la meilleure statistique, ils peuvent aller chercher jusqu'à 10 du vote. Et naturellement, ceux qui étaient déjà en selle, ils ont un avantage. Alors, il faut qu'ils profitent, eux, absolument. Je vois les campagnes aller de Marie Bouillé puis de Dave Turcotte, et c'est des gens qui avancent, présents sur le terrain, et qui sont présents sur le terrain depuis maintenant 1 an et demi, ou même plus que ça, parce que c'est leur 2e ou 3e mandat qui s'en vient. Alors, ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Ils bénéficient d'une notoriété que les autres n'ont peut-être pas. Que dire maintenant des candidats libéraux? Dans Saint-Jean, c'est l'ex-directrice de la Chambre de commerce, Mme Denis. Du côté d'Iberville, c'est la fille de Jacques Tremblay, donc qui a déjà été députée. Donc, on a quand même des candidats libéraux qui, contrairement à ce qu'on a pu avoir dans d'autres années ou dans d'autres comtés, plus parachutés. Donc, on a vraiment des gens qui ont une emprise locale. Oui, ça a plus de signification pour l'électorat, mais il faut voir aussi leur programme. Je pense, moi, que l'idée, entre autres, de la 35 n'est pas une mauvaise idée pour le Parti libéral. Je regarde du côté des péquistes maintenant, ils veulent, eux autres, les groupes médicaux de famille. Alors donc, ils ont des bonnes idées, mais souvent, c'est la personnalité des individus ou du député local qui fait une grosse différence. Les députés qui sont près de la population, qui sont souvent dans les activités de la population, ont vraiment un avantage, mais comme je vous dis, normalement, ça ne dépasse pas 10 Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est minime, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? C'est une lutte de chef aujourd'hui, c'est pas une lutte de candidats locaux. Bon. L'autre phénomène, c'est drôle parce qu'en début de semaine, j'écoutais un analyste qui disait, en fait, c'est Joseph Facal qui disait, quand on était dans nos cours de sciences politiques, on nous disait souvent qu'on prenait le sondage du début de campagne, puis grosso modo, ça ressemblait à ça à la fin. Alors qu'aujourd'hui, il y a une fragmentation du vote. Les gens votent de façon beaucoup plus stratégique. Et même à la limite, on disait qu'il y a un pourcentage, 8 à 10 des gens, quand ils rentrent dans le bureau du scrutin, l'idée n'est pas faite encore. Et là, on se décide sur quoi? Sur une impression. On se décide à la dernière minute, finalement, je vais voter pour... C'est ça. Ouais. C'est énorme. Oui, il y a eu une époque au Québec, tout le monde sait, on était rouge, on était bleu finalement. Même les maisons de sondage, maintenant, ont beaucoup de difficultés à prévoir l'issue du vote. Puis on a vu même des erreurs à Terre-Neuve, en Alberta, où on prévoyait le Wild Rose, et finalement, c'est les conservateurs. Donc, les sondages, c'est une photo de là. Mais c'est une photo de l'électorat aussi. Dans 5 minutes, on ne le sait pas. Puis donc, l'électorat est volatile. L'électorat, il ne sait pas quoi faire. C'est ça un peu le problème. Il faut profiter. Moi, je suis plus en politique, mais maintenant, j'ai toutes sortes de billets de chronique. J'essaie de faire une espèce de pédagogie politique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se... Je le sais moi-même, sur mon Facebook, je vais parler, par exemple, du narcissisme dans Facebook avec les selfies. Ouais. Je vais avoir 80 personnes qui vont dire qu'ils aiment, puis 50 commentaires. Puis si je parle de la politique, ça passe presque inaperçu. Alors, il y a un rôle à jouer pour les partis politiques, mais ça a beaucoup changé, puis vous avez raison, la polarisation fait en sorte que c'est plus comme c'était avant. Avant, c'était très polarisé, c'est-à-dire libéral contre les bleus, puis là, c'est plus comme ça maintenant. 3 questions rapidement. Si vous êtes François Legault maintenant, vous faites quoi? Je fais brûler un lampion. Si vous êtes Philippe Couillard? Je continue à faire peur aux gens. Et Pauline Marois? J'essaie de ramener les gens à la raison.
Est-ce qu'il va y avoir un référendum dans les 4 prochaines années? Je pense que non. Non, parce que je pense qu'on ne peut plus, le Parti québécois ne peut plus se permettre de faire un référendum perdant, parce que là, ça va être perdant pour toujours. Je pense qu'elle a raison quand elle dit qu'on n'imposera pas un référendum aux Québécois. On va aller à leur rythme. Moi, j'appelle ça la peur d'avoir peur. Ça, c'est l'ancien député bloquiste qui dit ça. Bien là, on ne peut pas renier nos ascendants. M. Belchamp, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de campagne. Merci, vous Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est actuellement en train de former un comité des usagers pour le transport collectif, le transport en commun. Donc, si vous désirez soumettre votre candidature, vous avez une adresse courriel à l'écran qui est autobus@ville-saint-jean-sur-richelieu.qc.ca et vous avez jusqu'au 4 avril pour le faire. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Vous avez l'horaire à l'écran ou encore sur Internet. Également, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire que nous desservons. Saint-Jean, Chambly, Carignan, Farnham, également Marieville et toute cette région-là. Donc, vous pouvez bien sûr acheter vos livrets. Et il y a une trentaine de dépositaires. Vous allez voir la liste sur le site Internet de la télé. Vous téléphonez ici même pour connaître les détails. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.